quand même essayer de faire au mieux pour découvrir un petit peu les recherches de Natagora, mais aussi de beaucoup d'autres personnes, en fait, sur les milans en Belgique, enfin, principalement en Wallonie, hein, parce que c'est une espèce qui est presque exclusivement présente en Wallonie. Et donc voilà, c'est un peu une présentation où je vais un peu brosser le portrait de l'espèce, puis on va un petit peu essayer de comprendre pourquoi c'est finalement un rapace qui est de plus en plus fréquent chez nous. Et vous verrez qu'en fait, l'idée, c'est aussi de montrer un petit peu différents projets, différents travaux de recherche qui impliquent aussi des collaborations avec des universités, qui voilà, impliquent des collaborations avec beaucoup de spécialistes un petit peu de tous les horizons. Et donc, voilà, je ne suis pas du tout en fait, un spécialiste de l'espèce loin de là. Il y a vraiment des gens dont je parlerai plus tard dans l'exposé qui sont, euh, on peut le dire, vraiment des spécialistes de cette espèce-là chez nous. On a la chance d'en avoir quelques-uns en Belgique, en fait. Et donc, ça nous permet de vraiment bien connaître l'espèce, je pense, chez nous par rapport à d'autres espèces. Et voilà, c'est assez passionnant de voir tout ce qu'on peut en apprendre. Et ça nous apprend, comme toujours, enfin, finalement, moi, c'est ce que j'aime bien avec ce genre d'études, c'est que ça nous en apprend sur l'espèce elle-même, mais aussi sur un peu comment fonctionnent les écosystèmes chez nous et comment finalement évolue la nature chez nous. Donc voilà, c'est un peu le résumé de la conférence. On va commencer tout doucement. Alors pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, le Milan royal, donc c'est essentiellement de cette espèce-là dont je vais parler aujourd'hui, même si je parlerai un petit peu de son cousin, le Milan noir. Le Milan royal, c'est probablement, enfin, beaucoup de gens trouvent que c'est un des plus beaux rapaces européens. Et on verra que c'est tout à fait intéressant de savoir que c'est aussi peut-être le plus européen des rapaces au sens où il n'existe actuellement nulle part ailleurs dans le monde que finalement en Europe. Donc c'est un très beau rapace, très facilement reconnaissable. C'est aussi un des plus, en tout cas chez nous, un dont l'envergure qui dépasse souvent le mètre 50 est la plus impressionnante. Donc voilà, c'est une observation qu'on peut faire maintenant assez facilement, en tout cas au printemps et en été si vous allez en Ardennes. Voilà, un grand rapace caractérisé évidemment par sa queue fourchue, et son dessous assez contrasté, notamment ces fameuses taches blanches à la base des primaires, et le dessous finalement assez rouge, d'où lui vient d'ailleurs son nom dans beaucoup de langues, Milan rouge, et en français on a choisi Milan royal. Alors, juste peut-être pour approfondir un petit peu sur l'identification, quelques photos, parce que c'est vrai que ça c'est souvent pas tellement bien connu des ornithologues. En fait, il y a assez facilement moyen, la plupart du temps, si on l'observe bien, de distinguer en fait plusieurs plumages, le plumage, en tout cas juvénile et immature, et le plumage adulte. Donc, celui qu'on a vu sur la photo avant, c'est un adulte, notamment parce que vous voyez que sa poitrine est rouge avec des espèces de flamèches noires. Il est assez coloré en dessous. Et voilà. Alors qu'ici, on a un immature qui a été photographié en août. Donc, c'est un oiseau qui est sans doute né en 2014, enfin, qui est né en 2014 en fait. Et vous voyez notamment que sa queue est un peu moins fourchue. Vous voyez une espèce de bande noire à la fin de la queue, enfin, juste avant la subterminale, comme on dit. Et ces teintes générales sont beaucoup moins rouges, justement, c'est beaucoup plus pâle comme oiseau. Et au lieu d'avoir des flamèches noires sur la poitrine, il a des flamèches blanches, en fait. Et puis, vous voyez aussi que les franges des couvertures sont beaucoup plus marquées. Donc, voilà, ça, c'est caractéristique des oiseaux immatures. En voici deux autres, un peu plus âgés, hein, puisque eux, ils sont nés donc en 2013. Et là, ils sont photographiés en janvier 2014. On voit toujours les liserés des couvertures là, sous les ailes, et la bande subterminale noire toujours bien visible sur la queue qui est relativement jaune.
Et progressivement, il va acquérir son plumage adulte qu'on voit ici pleinement. Donc là, avec de nouveau ces flamèches noires, la tête est en fait assez pâle, la queue est un peu plus fourchue, et il n'y a plus cette bande subterminale qui traverse tout le bas de la queue. Alors, pourquoi j'en parle? C'est parce que voilà, ça vaut la peine, si vous voyez des milans, d'essayer de vous amuser à les identifier mâles et femelles, ça on ne sait pas faire, mais jeunes et adultes, parce qu'au printemps, si vous voyez près de chez vous ou lors de vos balades des adultes, ça indique plus probablement une reproduction en cours, ou en tout cas un territoire établi, que évidemment des immatures qui, comme on va le voir d'ailleurs par la suite, se baladent beaucoup plus dans les paysages sans nécessairement s'établir. Alors, son cousin, le milan noir, lui est en fait un des rapaces les plus abondants dans le monde, en tout cas en Eurasie, en tout cas en Asie, puisque maintenant on a scindé l'espèce africaine en une autre espèce. Et donc le milan noir, lui, évidemment, comme son nom l'indique, est beaucoup moins contrasté, il est beaucoup plus uniforme noir ou sombre, mais avec quand même donc un peu le même pattern finalement, avec aussi des zones plus pâles à la base des rémiges primaires. La queue est fourchue, mais nettement moins fourchue. Hein. D'ailleurs, quand il l'étale complètement, ici en plus c'est un immature, donc elle est encore moins fourchue, mais quand il étale complètement, elle peut paraître pas du tout fourchue. D'où la confusion possible avec des espèces comme l'aigle botté. Une caractéristique aussi du milan noir, c'est le noir qu'il a autour de l'œil, en fait, et qui lui donne un visage finalement assez caractéristique. Donc, la différence entre adulte et immature, c'est un peu la même chose que pour le milan royal, dans le sens des couvertures, par exemple, ici frangées. Et le milan noir adulte, lui, est beaucoup moins contrasté sur le dessous. Il est vraiment tout sombre. Donc voilà, c'est une espèce évidemment qu'on peut aussi rencontrer chez nous. Vous le savez sans doute, le milan noir, lui, est migrateur et quitte l'Europe en hiver. Donc à cette époque-ci, il se trouve en Afrique. Et voilà, on verra dans l'exposé qu'elle est aussi présente évidemment comme espèce nicheuse en Belgique. Et on l'a aussi partiellement étudiée, mais à vrai dire, c'est une espèce qui, globalement, on va dire, captive moins, en tout cas, chez nous, en tout cas, l'attention des chercheurs, aussi parce qu'elle est beaucoup plus répandue dans le monde et que l'enjeu en termes de conservation de l'espèce est moins présent. Alors, revenons au milan royal. Alors, comme je le disais, c'est vraiment le plus européen des rapaces parce que actuellement, ça c'est sa répartition mondiale en fait, il n'est présent qu'en Europe. Et ça, dans tous les rapaces, si vous réfléchissez à tous les rapaces qui existent finalement, ou pratiquement tous, il y a peu d'espèces qui sont aussi restreintes à une zone géographique européenne. Alors, historiquement, il y en avait aussi en Afrique du Nord, mais cette population-là a disparu, ou pratiquement disparu, il en reste peut-être quelques-uns. Il y avait aussi une sous-espèce sur les îles du Cap-Vert qui a disparu également. Et alors, donc, c'est aussi une espèce qui est assez restreinte à l'Europe de l'Ouest plutôt. Et donc, vous voyez ici sur la carte, c'est la carte de BirdLife. Donc, en jaune, c'est les zones où il est présent uniquement en été. En bleu, c'est ces zones uniquement d'hivernage. Et en vert, c'est les zones où à la fois il est présent en été en reproduction et aussi en hiver. Et vous voyez qu'il peut hiverner jusque dans le sud de la Suède, en fait. Par contre, chez nous, en Ardennes, il n'est normalement présent qu'en saison de reproduction. Et là, on va le voir d'ailleurs par la suite que nos individus nicheurs, ceux qui se reproduisent chez nous, migrent jusqu'en Espagne. Alors, l'estimation totale de la population, c'est une espèce qui est vraiment assez bien connue en termes de nombre de couples nicheurs, parce que voilà, son aire est restreinte et c'est dans des pays où il y a beaucoup d'observateurs qui sont intéressés par l'espèce. Donc, Adriana Bischer, qui est un Suisse vraiment spécialiste de l'espèce, qui a écrit plusieurs livres sur l'espèce, estime actuellement environ 30 000 couples. Donc, ça, on estime environ 70 000 individus au total
pour toute la population de Milan Royal. Alors, ce qui est particulier, c'est que vraiment la population est concentrée dans très peu de pays. Dans, en fait, 4 pays, Espagne, France, Allemagne, Suède, on a 3/4 de la population totale. Et si on prend 6 pays, en ajoutant à ça le Royaume-Uni et la Suisse, on arrive à 93% de la population totale. Donc voilà, c'est une espèce très concentrée dans quelques pays. Alors là, j'ai repris une carte de l'Atlas européen des ozonicheurs. Désolé pour la qualité de l'image, mais il est seulement en train d'être mis en ligne. Donc là, j'ai dû aller simplement dans l'ouvrage. Et en fait, cette carte est intéressante parce qu'on voit la même répartition. Là, c'est en saison de reproduction. Sauf que là, c'est la carte de probabilité d'occurrence. Donc, en fait, en gros, si vous voulez, ça indique quelque part la densité des nicheurs. Et on voit qu'il est répandu sur toute cette diagonale à travers l'Europe, mais que les densités sont assez variables. Notamment en Italie, il est présent, mais en fait à très faible densité. Et dans l'est de l'Europe, finalement, il est beaucoup moins fréquent. Et dans l'est de la Pologne, par exemple, il est même très rare. Et alors, il y a des noyaux un peu comme ça d'abondance particulière. Et finalement, l'est de la Belgique, sur la frontière avec l'Allemagne et le Luxembourg, constitue finalement une tâche de densité élevée. Déjà, ça, c'est un premier fait intéressant. Alors, la carte ici, c'est un modèle de répartition. Et on ne voit pas très bien, mais en fait, il y a aussi 2 petites populations très, très denses, en fait, sur la Corse et les îles Baléares, qui n'apparaissent pas sur la carte. Mais donc, ça, c'est assez particulier. On a aussi des populations insulaires. Et les densités, en fait, sont très, très fortes, mais c'est sur 2 ou 3 vallées, par exemple en Corse. Mais si vous allez en Corse, vous verrez plein de Milan. Mais en nombre d'individus total sur la population, ça ne représente pas grand-chose. Alors, la répartition, en fait, elle a l'air d'être limitée par le climat. D'une part, il évite les zones vraiment trop atlantiques comme l'Écosse, l'Irlande, la Bretagne, la Galice. Et il évite aussi les zones trop chaudes. Enfin, pas tout à fait, puisqu'il est quand même présent en Italie. Mais en tout cas, ce n'est pas son optimum, quoi. Et donc, on a vraiment une zone, un couloir comme ça, entre l'est du Portugal et le sud de la Suède, où on a vraiment son cœur de répartition. Et il a été récemment récemment, ça fait quelques dizaines d'années déjà, d'abord au Pays de Galles et puis en Angleterre, notamment dans les alentours d'Oxford. Et voilà, l'espèce y est également assez commune. Alors, on va voir dans quel habitat finalement il niche. On va voir 3 zones, 3 de ces noyaux. On va voir quand même pas mal de similarités entre ces noyaux de population en termes d'habitat. Donc, voilà une photo qui est prise en Belgique, en fait, dans la région de Saint-Vith, et on voit son habitat typique. Donc, beaucoup de prairies, beaucoup de verts, en fait, presque en termes de paysage agricole, presque exclusivement des prairies. Et ça, on va en reparler souvent parce que c'est vraiment l'élément clé finalement dans son habitat. Et quand même, on le décrit comme son habitat comme des forêts ouvertes ou alors des milieux ouverts arborés. Donc, puisque on voit que il y a quand même pas mal d'arbres dans son habitat, notamment parce qu'il en a besoin pour établir ses nids ou faire ses dortoirs ou se poser. Donc, la combinaison d'arbres, pas de forêt dense, mais d'arbres et de petits bosquets, de haies arborées et les prairies. Alors là, on est complètement à l'opposé de son aire de reproduction. On est dans le centre de l'Espagne. Désolé aussi pour la qualité de la photo, mais on voit finalement, c'est une photo prise en hiver, mais c'est un habitat où il se reproduit également. Là, qu'est-ce qu'on a? On a en fait les fameux élevages de cochons espagnols ou les fameux taureaux.
et un paysage vraiment arboré aussi en partie, mais quand même très, très majoritairement ouvert en fait. Donc c'est la fameuse DSA à certains endroits, mais c'est aussi plutôt des paysages agricoles relativement ouverts, utilisés pour l'élevage avec des arbres. Un troisième endroit avec une densité très élevée, et là des deux espèces, c'est assez intéressant, donc à la fois le noir et le royal, c'est le Cantal. Donc c'est les plateaux du Cantal, ici c'est le plateau de Saint-Flour, pour ceux qui connaissent. Et donc on a de nouveau des milieux pâturés, en fait, des prairies, fauchées ou pâturées, et des arbres, des petits bosquets. Ici, c'est plutôt une zone relativement ouverte, mais en fait, les nids du Milan se trouvent, par exemple, sur la colline là, et il vient chasser ici dans les prairies. Donc, c'est en fait un oiseau qui est limité d'une part par le climat, mais qui a l'air de rechercher les milieux de prairies combinés à des arbres. Donc, il n'est pas tellement, contrairement au Milan noir, lié aux zones humides, par exemple. En Allemagne, on peut aussi le trouver dans des milieux plus cultivés, donc plus de grandes cultures, mais dans une grande partie de son aire, il est surtout dans des milieux qui sont en fait associés à l'élevage bovin. Dans le Cantal, un autre facteur marquant, ça c'était lors d'une visite en 2016, et il y avait une explosion en fait ils appellent ça des rats là-bas, mais en fait c'est des campagnols terrestres. Donc la proie principale du Milan. Et donc dans le Cantal, il y a à certains moments de l'année, enfin certaines années plutôt, des explosions d'abondance de campagnols terrestres, et ce qui constitue en fait une des proies principales du Milan. Et donc vous voyez que dans cette région-là, il y a vraiment une sorte de conflit d'usage entre, pour les prairies, parce que les fermiers qui font le fromage du Cantal, et donc ont vraiment des problèmes en fait liés à la surabondance certaines années de campagnols. Et d'ailleurs, c'est un des rares endroits de l'aire de répartition où c'est toujours légal en fait de mettre en prairie des rodenticides, donc des produits pour tuer les campagnols, sous certaines conditions, mais malheureusement, ça affecte assez fort le Milan. Alors, donc justement, ça affecte assez fort le Milan à tel point qu'on a craint au tournant du siècle passé, donc à la fin des années 90 et encore jusqu'à assez récemment, il était classé sur la liste rouge mondiale comme à la limite d'être menacé. Et donc on avait quand même pas mal de craintes pour l'espèce, en sachant que c'est quand même enfin, on n'a pas 36 solutions. Si nos populations européennes se portent mal, ce n'est pas comme le Milan noir, qui est aussi très très présent en Asie, par exemple, ou dans d'autres régions du monde. On a vraiment toute la population chez nous, donc évidemment, au niveau de nos pays, on a une forte responsabilité dans sa protection. Et donc voilà, à cette époque-là, on s'est quand même pas mal tracassé de l'espèce. Mais vous voyez que son statut a en fait changé. Et donc récemment, en 2021, il y a eu une réévaluation de la liste rouge européenne et l'espèce est à présent classée dans les non menacés. Et donc il y a eu un petit débat là dans les spécialistes des Milans en Europe parce que certains disent que c'est un mauvais signal pour la protection du Milan que de le faire passer de presque menacé à pas du tout menacé. Mais en fait, voilà, si on suit les critères stricts de l'établissement de liste rouge par rapport à d'autres espèces, on doit bien reconnaître que l'espèce n'est en fait pas menacée, notamment parce que dans une grande partie de son aire de répartition, la situation évolue plutôt favorablement et on va voir qu'en Belgique, c'est tout à fait le cas. Alors là, c'est la carte de changement en fait qui vient de l'Atlas européen. Donc c'est quoi? C'est une carte de la répartition, mais vous avez visualisé ici le changement par rapport à l'Atlas européen des années 80. Donc c'est les carrés bleus, c'est les carrés qui sont occupés à présent par le Milan royal, qui ne l'étaient pas dans les années 80. Les carrés oranges, c'est les carrés qui étaient occupés dans les années 80 et qui ne le sont plus maintenant. Et les zones grises, c'est les carrés de l'Atlas qui sont occupés dans les deux périodes. Donc on voit qu'il y a une modification de l'aire de répartition de l'espèce qui s'opère. Au total, l'aire a gagné en surface,
plus 10, enfin, c'est un index, donc c'est pas vraiment un pourcentage, mais donc, il a assez bien étendu son aire de reproduction, mais principalement en Grande-Bretagne. Et vous voyez qu'il commence à apparaître en Écosse aussi, et en Irlande même. Et aussi, il pousse vers le nord en Suède. De même, en Suisse, là, il pousse plutôt en altitude, en fait, que vers le nord. Et à contrario, ben, il y a des zones où il se porte moins bien qu'avant. C'est sur la frange plutôt sud et sud-ouest de sa répartition et aussi est. Donc voilà, il y a des choses qui se passent dans sa population. Il y a des choses qui se passent, mais pas partout en même temps, visiblement. Il y a des populations comme en Espagne qui ne se portent pas très bien, au Portugal encore moins bien. Et globalement, ben, ça indique plutôt un shift vers le nord, donc sans doute compatible avec des changements climatiques. Donc voilà, en résumé, ben, des années 70 aux années 90, on considérait qu'il y avait une augmentation de la population. Puis dans les années 90, on a commencé à tirer des signaux d'alerte parce qu'il y avait une diminution, notamment en France, en Espagne. Si vous alliez dans les années 80, si vous traversiez la France, on voyait des bilans royaux partout le long de l'autoroute du Sud. Là. Et puis maintenant, si vous faites le même trajet en traversant la Lorraine, Nancy, Dijon, etc., ben, vous voyez plutôt des Milans noirs, en fait, et presque plus de Milans royaux. Par contre, depuis 2000, ben là, on a une stabilité globale et une augmentation, comme je l'ai dit, dans certaines zones. La principale, donc, on était tellement tracassés, en fait, dans les années 90, qu'il y a eu ce qu'on appelle un plan d'action espèce au niveau européen qui a été établi. Donc, c'est quoi? C'est simplement les scientifiques qui essayent de rassembler toute l'information disponible pour établir les causes de disparition et de donner une série de recommandations que les États membres de l'Union européenne sont censés appliquer pour sauver l'espèce. Et donc, la principale menace qui avait été identifiée à l'époque, c'est les empoisonnements, les mortalités par empoisonnement. On y reviendra par la suite, parce que c'est toujours en fait d'actualité. Donc voilà, c'est la situation en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé en Belgique en fait? Et voilà, on va venir maintenant au cœur du sujet. Donc il faut savoir par exemple que c'était une espèce, avant les années 70, pratiquement inconnue chez nous. Donc je ne dis pas, on n'a pas vraiment d'indication sur le Moyen-Âge où là peut-être que l'espèce était présente, notamment on sait qu'elle était même urbaine, elle fréquentait au Moyen-Âge les abords des villes. Et puis, mais en tout cas, dans les temps historiques, on n'a pas de mention vraiment précise de l'espèce chez nous. Seulement à partir des années 70, on a vu apparaître quelques couples nicheux, donc nord de l'Atlas des années 70, l'Atlas de Belgique de Pierre de Villers. On avait environ une dizaine de couples. Puis la situation a évolué assez lentement et dans notre Atlas de Wallonie et l'Atlas de Flandre et de Bruxelles qui a eu lieu en même temps montrait 0 couple. Mais donc la situation pour toute la Belgique au début du siècle indiquait 150 à 180 couples et vous voyez qu'ils étaient presque tous répartis sur la frontière, sur l'Ardenne et la Gaume, mais principalement sur la frontière allemande ou luxembourgeoise. Il y avait déjà une zone de densité plus élevée, vraiment sur la Haute-Ardenne, et on va y revenir tout de suite, parce que ça, c'est vraiment ce qui est caractéristique chez nous, c'est qu'il y a vraiment une zone de concentration de Milan sur, en fait, le sud du plateau des Hautes-Fagnes. Alors, dans les années 2015 et 2016, enfin, en 2015 et 2016, Aves a lancé une enquête, un grand recensement en se focalisant sur la zone qu'on savait occuper, hein, donc pas toute la Wallonie même, mais la partie sud de la Wallonie, on va dire. Il y a eu plus de 80 participants, sans doute que certains sont là ce soir d'ailleurs. Il y a eu des centaines d'heures de prospection parce que ça demande quand même énormément de temps en fait sur le terrain pour trouver les territoires. Ils sont assez discrets quand ils se reproduisent. Il faut un peu connaître l'espèce, y aller au bon moment. Puis alors, quand ils se mettent à couver, ils sont vraiment difficiles à trouver.
Et donc voilà, on a pu faire un état des lieux en fait pendant ces 2 années-là, qui a été publié dans le bulletin. Là, j'ai mis les références. L'article est disponible en ligne dans la revue Aves. Donc, et donc, on voit de nouveau un peu la même répartition, sauf que la surprise, c'est qu'il y a eu en une dizaine d'années une forte progression de l'espèce. Donc là, on est de l'ordre de 360 à 410 couples. Et vous voyez un peu ici le nombre de couples, de territoires, en tout cas par zone, hein, qu'on appelle les cartes Atlas. Donc, chacun des rectangles ici, c'est 8 km sur 5. Et donc, vous voyez qu'il y a certains de ces rectangles de 40 km² qui comportent parfois même plus que 15 couples nicheurs, ce qui en fait des densités très, très fortes, même par rapport à tout ce qu'on connaît dans le monde, quoi, enfin en Europe. Donc, voilà. Et ce qui est assez remarquable, on ne le sait peut-être pas assez, c'est que le Milan royal est devenu de ce fait-là la seule espèce, à ma connaissance, à moins que je ne me trompe dans mes calculs, mais ça devrait être la seule espèce qui dépasse le 1% de la population mondiale niche en Belgique. Et si on peut penser à toutes les autres espèces d'oiseaux, la plupart du temps, vu qu'on est un petit pays, même si on a des belles populations en Belgique de différentes espèces, ben en fait, ça n'arrive jamais, sauf pour le Milan royal, qu'on dépasse 1% de toute la population mondiale qui se reproduisent. Donc, ça nous donne quelque part une certaine responsabilité pour la conservation de l'espèce, même si on est un petit pays, et même si, dans chiffre absolu, ça ne paraît pas énorme par rapport aux 30 000 couples dont on parle. Donc voilà, on a vraiment une responsabilité pour cette espèce-là. Si on regarde maintenant sous forme de changement, donc rouge c'est les disparitions, vert c'est les progressions, ce qu'on voit c'est qu'il renforce ses populations en Ardennes. Par contre, il diminue, il perd du terrain en fait en Lorraine belge, un peu à l'image quelque part de ce qui se passe en Lorraine française. Et par contre, il progresse vraiment nettement, donc là, vers le nord-ouest. Donc maintenant, c'est une espèce qu'on peut rencontrer dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. Elle est sans doute là, elle a continué sa progression, elle est sans doute encore plus commune qu'à ce moment-là. Et dans le Condro. Donc là, maintenant, elle niche, l'espèce niche dans la banlieue de Namur, chose qu'on n'aurait pas tellement imaginé il y a 15-20 ans. Bon, je vais passer ce tableau-là, mais ça résume la même chose. Alors, le Milan noir, on a fait une enquête sur les deux espèces. Donc, le Milan noir, lui, par contre, il progresse aussi un petit peu. Hein. On est passé de 60 couples à 70-80, mais il reste quand même beaucoup plus local et beaucoup plus rare. Avec simplement un peu l'image inverse, une bonne présence, en fait, en tout cas dans la Haute-Semois. Pas vraiment, il a quand même perdu du terrain aussi dans le sud de la Gaume, mais dans la vallée de la Semois, là, il se maintient vraiment très bien. Et puis alors, il commence à apparaître un peu plic-ploc comme ça en Ardennes, et aussi une petite population là dans la région de Virel, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, mais c'est quand même une population très très faible. Et le succès reproducteur, en fait, est peu étudié chez nous. Il y a peu d'études sur le succès, enfin, il n'y a pas d'études à ma connaissance du succès reproducteur du Milan noir. Mais par exemple, à Virel, il se cantonne assez souvent, mais voir un couple réussir, c'est quand même rare. Donc voilà, une espèce, le Milan noir, qui reste quand même beaucoup plus marginale chez nous. Par contre, maintenant, on peut dire en fait qu'en tout cas, la Haute-Ardenne belge et globalement même l'Ardenne en général, et voire même maintenant la Famenne et le Condro, en tout cas, la Haute-Ardenne, c'est vraiment un petit paradis pour le Milan royal. Et ça, c'est vraiment intéressant d'essayer de comprendre pourquoi. Et c'est un peu le sujet principal de nos études, en fait, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire pourquoi s'intéresser à une espèce qui se porte bien. Il y a tant d'espèces qui se portent mal et on devrait porter nos efforts sur ces espèces-là. Mais c'est quand même aussi intéressant de comprendre pourquoi finalement le Milan royal réussit si bien chez nous, et d'ailleurs dans d'autres régions d'Europe, mais en particulier chez nous. C'est quoi les facteurs du milieu qui ont évolué en sa faveur? Parce que comprendre ça, c'est important si on veut préserver la population pour le futur, parce qu'il y a quand même toujours des menaces et une responsabilité qu'on a
à le protéger, mais ça permet aussi de comprendre globalement, par exemple, ce qui se passe pour d'autres espèces éventuellement, et en le mettant en parallèle avec d'autres espèces, on comprend mieux ce qui se passe dans nos paysages. Et donc, voilà, d'une manière générale, c'est quand même vraiment important de comprendre ce qui se passe avec cette espèce. Et pourquoi, finalement, dans ce petit noyau de population, on a à la fois une grande densité de population, comme je l'ai dit, mais en plus de ça, si on regarde le succès reproducteur, donc ici, vous avez un graphe qui montre le nombre de couples de territoires, en fait, par an dans cette petite zone. Et on voit que c'est comme souvent pour ces espèces-là qui sont des rapaces qui vivent quand même longtemps, hein, qui peuvent vivre facilement plus de 10 ans, ils ne se reproduisent pas nécessairement chaque année avec succès. Déjà, quand ils sont jeunes, souvent ils font des territoires et puis ils abandonnent. Ils doivent acquérir de l'expérience. Et puis, certaines années, ils échouent, leurs nids se font prédater, etc. Donc, le taux de reproduction est globalement assez faible. Ça, c'est naturel pour une espèce comme ça, parce qu'elle mise plus sur sa longévité et le fait que les individus vont pouvoir renicher l'année suivante. Tandis qu'ici, on a vraiment une espèce qui rate assez souvent. Mais globalement, quand on regarde, même quand on compare à d'autres populations européennes, ici, vous voyez que sur l'année 2015, par exemple, dans cette zone-là, sur 85 territoires, 50 ont réussi à élever des jeunes avec succès. Donc, et en fait, en plus, le graphe ne le montre pas, mais avec un assez bon nombre de jeunes par nid. Donc, on dépasse souvent en moyenne, plus de 2 jeunes par nid. Donc, ça, c'est assez élevé, en fait, pour une espèce comme ça. Donc, voilà. Pourquoi est-ce que ça marche si bien pour lui dans cette région-là? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Et notamment, on va s'appuyer sur pas mal de travaux qui sont menés, en fait, sur le long terme. Et ça, on n'insiste jamais assez, en fait, sur l'intérêt, quand on suit des populations d'oiseaux, de vraiment s'investir, peut-être même sans question préalable, sur le long terme et sans compter. Et ça, c'est vraiment difficile parce que vous savez, par exemple, dans les universités, quand on a des gens qui font des doctorats, c'est 3 ans, 3-4 ans de terrain au maximum. Et donc, avoir une étude vraiment qui est continue sur des dizaines d'années, en fait, c'est assez rare chez nous. Et donc, voilà, il faut souligner le travail ici qui est mené depuis l'an 2000, en fait, exactement, dans cette population des cantons de l'Est, par 2 ornithologues néerlandais, Stef van Rijn ici et Paul Voskamp, qui se sont pris de passion pour l'espèce et pour la région. Et donc, voilà, qui reviennent, qui passent leurs vacances à suivre les Milans depuis donc plus de 20 ans maintenant dans cette région-là. Ils connaissent la région maintenant comme leur poche, ils connaissent même les habitants. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont aussi motivé certains ornithologues locaux qui ont un peu pris leur succession dans certaines zones et étendu la zone de recherche. Donc, il y a vraiment une dynamique très intéressante en termes de suivi de l'espèce. Et donc, maintenant, on a par exemple un groupe de bagages en fait qui suit la population dans une zone même plus vaste que celle dont s'occupe toujours d'ailleurs Stef van Rijn et Paul Voskamp. Donc voilà, on a vraiment des données, on peut s'appuyer sur un jeu de données à long terme sur le nombre de couples, mais pas seulement, aussi le nombre de jeunes par nid. Et alors, comme les individus sont bagués, on commence à avoir de plus en plus d'éléments sur on pourrait commencer à calculer des taux de survie, etc., et des dispersions d'individus. Et donc, voilà la zone d'étude. Donc, c'est comme je le montrais tout à l'heure, donc c'est un paysage de prairies avec des arbres, quelques arbres, des fermes dispersées, des villages assez rassemblés, mais avec quand même dans le paysage des petits hameaux et des fermes. Donc, c'est une agriculture qui reste très centrée sur la production de lait, en fait. C'est vraiment la région, malgré la crise du lait, qui a fort impacté toute la Wallonie, mais cette zone-là aussi, évidemment, ils ont quand même une agriculture donc d'élevage avec beaucoup
de vaches qu'on ne voit pas dans les champs parce qu'elles restent proches des fermes ou dans les fermes. Mais par contre, il y a énormément de prairies qui sont fauchées pour nourrir donc toutes ces vaches. Et donc, voilà, on a un paysage. Ici, c'est une image typique de début du printemps. Les prairies sont encore fort jaunes parce qu'il y a souvent de la neige en fait jusqu'en mars dans la région. On est quand même assez bien en altitude et ça correspond vraiment à l'optimum du Milan qui recherche des zones de moyenne montagne, on va dire comme le Cantal. Donc si on va dans le Cantal ou si on va dans cette région-là, en fait, on a des paysages quand même vraiment très similaires. Alors, ces grandes zones sont donc, en fait, si vous allez vous balader par là, vous voyez quasiment beaucoup plus de Milan que de Buse. Alors, à partir de 2014, on a, notamment avec l'association Aves os Cantone et un appui au départ de la région wallonne, et puis on a aussi fait appel à des donateurs dont vous faites peut-être partie d'ailleurs, on a donc commencé à équiper les Milans royaux de balises GPS. Donc, on les capture, ici c'est un adulte, et on leur place une balise, donc c'est en fait un sac à dos avec un petit panneau solaire, un GPS, et il a même une carte SIM, et donc il nous envoie en fait les informations par la... Ici c'est encore l'ancien système, donc actuellement, en tout cas, c'est une carte SIM qui nous envoie même par la 4G, en fait, ces positions très précises. Et donc, on peut arriver, maintenant, c'est assez extraordinaire, on peut arriver à avoir, par exemple, une position, on peut carrément voir, quand il cercle, on peut voir les cercles qu'il est en train de faire. Donc voilà, c'est des balises qui durent plusieurs années parce que comme c'est chargé par le soleil, ben voilà, on peut vraiment suivre quasiment, enfin, en fait, toute sa vie un individu qui est ainsi marqué. Donc voilà, on a travaillé avec le DNF, avec des bagueurs locaux. Ici, c'est Sébastien Fink, un des bagueurs les plus actifs, je vais dire, dans toute la région wallonne, et Paul Michaud, qui est assez expert dans la capture des rapaces. La balise pèse 30 grammes, et donc, un Milan, ça peut peser, par exemple, les femelles dépassent souvent le kilo. Donc voilà, c'est un poids qui a l'air d'être tout à fait acceptable pour l'espèce. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on a essayé de faire en fait avec ces GPS? C'est essayer premièrement, d'essayer de comprendre un peu comment ils occupaient l'espace. Donc ça, c'est par exemple la région principale qu'on suit, donc c'est la région de Saint-Vite, ici c'est la ville de Saint-Vite, ça c'est l'autoroute, pour ceux qui connaissent, en brun c'est les massifs forestiers, en vert c'est les prairies, et donc voilà, comme je le disais, donc il y a des villages, c'est vraiment le même paysage que sur la photo tout à l'heure, et donc voilà, les petits points représentent les positions GPS. Suivant les couleurs, c'est un individu différent. Donc, vous voyez les territoires en fait de Milan dans le paysage. Enfin, c'est en tout cas les territoires des Milans qu'on a suivis, parce qu'évidemment, dans cette zone-ci, il y a aussi des Milans, mais on ne les avait pas équipés de GPS. Donc, grâce à ça, en fait, on peut avoir vraiment au cours de la saison de reproduction, on peut vraiment connaître à fond son rayon d'action. Donc, vous voyez que il est centré au milieu de ce nuage de points, vous avez certainement le nid. Et puis autour du nid, il part explorer, il part chasser, et il revient évidemment nourrir ses jeunes au nid au sein de son territoire. Et donc, une première indication, en fait, c'est quoi la surface, son domaine vital, en fait, la surface qu'il doit explorer pour trouver suffisamment de nourriture pour nourrir ses jeunes. Et donc ça, on peut le voir parce que si on se concentre sur la période de nourrissage des jeunes au nid, les Milans, ils sont très territoriaux, en fait. Ils vont exploiter leur zone, mais ils ne vont pas tout d'un coup décider de faire, même si ça ne leur coûte pas beaucoup d'énergie, en réalité, 30 km en balade quand il fait beau, quoi. Donc, ils restent vraiment autour de leur nid. Et donc, ici, c'est un graphe qui montre ça, en fait. Donc, on a la distance par rapport au nid, en mètres, ici. Et là, c'est le pourcentage de localisation qu'on reçoit par le GPS. Donc, quand on atteint 1, en fait, ça veut dire que toutes les localisations sont en deçà de la distance qui est indiquée ici. Donc, par exemple, donc chaque courbe, c'est un individu différent qu'on a suivi. L'individu rouge, ici,
100% de ces localisations, pratiquement, sont à 2 km ou moins de son nid, autrement dit. Donc, il explore une zone de 2 km autour de son nid. Et donc, vous voyez que ça varie d'un individu à l'autre. Certains individus vont un peu plus loin, sont des explorateurs, on va dire. Celui-là, par exemple, il va 10% de son temps, il le passe à plus de 4 km. Donc, c'est quand même, il va explorer beaucoup plus. Et donc, ce qu'on pense, c'est que la taille du territoire est un peu une indication de sa qualité. Plus le territoire est de qualité, plus il est facile à trouver sa nourriture dedans, plus il va restreindre son territoire parce qu'il n'a pas besoin d'aller plus loin pour trouver suffisamment de nourriture. Donc ça, les Allemands avaient déjà étudié la question et on voit ici, par exemple, pour 27 mâles suivis en Allemagne, on a le même graphe, mais on voit que on voit qu'en fait, en Allemagne, on a aussi des mâles qui ont des territoires beaucoup plus grands, en fait, qu'on n'observe pas vraiment chez nous, que les Milans belges. Donc, on avait une indication dès ce moment-là que les territoires dans les cantons de l'Est sont de très bonne qualité. Donc, voilà, ça ne répond pas à la question pourquoi ils sont de très bonne qualité, mais voilà, ça confirme un peu cette tendance qu'on a. On a une forte densité, pas mal de réussite de reproduction et des territoires très petits. Donc, on a des bons territoires. Et donc, si on regarde un peu comment ils utilisent leur territoire, là, on a commencé à voir un petit peu, à mieux comprendre finalement leur comportement journalier. Donc, par exemple, on a remarqué qu'ils avaient des endroits de repos. Donc, là, par exemple, c'est un individu dont le nid est là. C'est un des individus qu'on a le plus suivi, au moins pendant... On l'a suivi jusqu'à exactement le 31 décembre de l'année passée, celui-là, alors qu'on l'avait équipé en 2014. Et sa balise a cessé d'émettre le 31 décembre à minuit. On n'a pas compris pourquoi, mais en tout cas, voilà. Et donc, lui, il explorait une zone de 2-3 km autour de son nid, et il avait des zones de repos. Et alors, ce qui est caractéristique aussi, c'est qu'on voit que les milans vont très souvent, en fait, se balader tout au long de la saison de reproduction dans les villages. Et vous allez comprendre pourquoi dans la suite. Mais c'est vraiment un oiseau qui, son nid, parfois, est même dans le village, mais souvent, son nid est en lisière de forêt. Et puis, ils vont lentement un peu explorer les jardins de ces petits villages et les alentours des fermes aussi. Et puis, là, par contre, quand on regarde ce qui se passe dans les prairies, là, on a les points, en fait, ici sont regroupés, c'est le même individu, mais les points sont regroupés un peu par date. Et donc, vous voyez un pattern qui apparaît où on voit qu'il va fréquenter certaines prairies, certains groupes de jours, et puis d'autres groupes de jours, il va changer de prairie. Ça, évidemment, on peut facilement le relier à l'état de la fauche, parce que vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais quand vous avez une prairie et une fauche, même une prairie très intensive, même une prairie temporaire, donc c'est-à-dire qui a été labourée et puis ressemée d'herbe, quand le fermier fauche, vous allez voir très souvent apparaître des rapaces, des buses, les hérons cendrés, les grandes aigrettes, parfois s'il y en a dans la zone, et dans les zones où il y a des milans, les milans. Pourquoi? Parce que la fauche, en fait, va déjà tuer un certain nombre d'oiseaux et d'animaux, de jeunes, lièvres, etc. Et les milans sont des charognards, donc ils vont en profiter. Mais la fauche va aussi rendre visibles les terriers ou les déplacements, en tout cas, des campagnols qui sont très présents dans ces prairies et qui sont normalement à l'abri sous l'herbe. Donc, quand l'herbe est haute, les campagnols sont bien cachés sous l'herbe et à l'abri des prédateurs, mais dès que la prairie est fauchée, pendant quelques jours, le temps que les campagnols réorganisent un petit peu leur vie et s'échappent de là, les milans, en fait, en profitent. Et donc, on a une fréquentation pendant quelques jours des prairies récemment fauchées. Et en fait, ils ont appris à reconnaître les tracteurs, donc quand ils voient un tracteur, les milans arrivent, et ils commencent déjà à chasser à la suite du tracteur. Ça, c'est très fréquent d'observer ça dans la région. Il y a aussi ce qu'on appelle des hotspots, donc des zones, comme ici, par exemple, c'était l'arrière d'une espèce d'entreprise qui fréquentait vraiment tous les jours. Et ça, c'était quand même à assez grande distance de son nid, je crois que c'était à 2 km. Donc tous les jours, il faisait 2 km pour aller dans cette prairie.
Et donc, on pense que, en fait, c'était une espèce d'une entreprise qui devait régulièrement, ils avaient des tas de déchets comme des tas de compost. Et à mon avis, dans ce compost, ils devaient trouver de la nourriture, des restes, par exemple, d'animaux ou quoi. On n'a jamais trop bien compris, en fait, ce qui se passait dans cette ferme. Mais donc, voilà, en tout cas, le Milan connaissait à 2 kilomètres de son nid cet endroit et il savait qu'il pouvait venir. Souvent, il y venait dans l'après-midi, ça, c'est les heures. Et donc, il avait peut-être appris qu'à cette heure-là, ben, il avait des chances de trouver des restes de la ferme. Alors, ce qu'on a commencé à voir aussi, c'est le. Ben là, ce qu'on s'est intéressé, en fait, c'est à la répartition du Milan entre les prairies, que vous avez vu qu'il exploite au moment des fauches, mais pas seulement. Hein, quand l'herbe est rase ou quand les prairies sont pâturées, il peut aussi chasser dans les prairies, et les villages. Et on voit qu'en fait, au cours de la saison, on a une évolution. Donc là, je vais montrer en vitesse quelques individus. Donc, ben, vous voyez qu'en fin d'élevage des jeunes, donc vers le mois de juin, ben, il va plus souvent en prairie et un peu moins souvent dans les villages. Même chose pour cet individu-ci. Donc, la fréquentation des prairies augmente au cours de la saison d'alimentation des jeunes, on va dire. Celui-ci, c'est encore plus marqué. Celui-ci aussi. Donc, c'est chaque fois des individus différents. Et ici, il y a une petite exception. Mais là, il a plutôt shifté de la prairie vers la forêt. Bon, parfois, il y a des exceptions, évidemment. Et donc, on s'est dit, mais donc, voilà, il y a sans doute quelque chose qui change au cours de sa saison de reproduction qui fait que ben, il va passer d'un milieu à l'autre. Évidemment, vous allez voir que c'est assez facile à comprendre, mais pour ça, on a dû aller plus loin. On a dû aussi s'intéresser à son régime alimentaire. Donc, les bagueurs, et en particulier Steph et Paul, quand ils suivent leur nid, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils récoltent les pelotes. Donc, comme tous les rapaces, ben, les Milans produisent des pelotes, mais ils laissent aussi des restes qui tombent sous le nid. Enfin, les jeunes font tomber des restes. Et donc, en allant à différentes périodes sous les nids, en fait, on trouve assez facilement des pelotes ou des restes. Et tout a été consigné depuis des années, donc depuis 2000. Et donc, on a en fait donc, un graphe qui représente ici la chronologie de la reproduction et la chronologie de la prise d'échantillons en termes de pelote. Donc, en mars, on a le retour de migration. Donc, ils reviennent généralement, même parfois fin février, mais ils vont commencer à construire leur nid à partir de la mi-mars. Et ensuite, ils vont pondre, ça c'est donc début avril. Puis, le mois d'avril, ça c'est un mois où ils sont vraiment en couvaison. Et puis, début mai, ben, on va avoir les premières éclosions. Puis, l'envol des jeunes, en fait, commence au plus tôt à la mi-juin. C'est souvent, même jusqu'au début juillet, que les jeunes vont s'envoler et puis ils vont rester un petit peu aux abords du nid pendant plusieurs jours, encore plus ou moins nourris par les adultes, quoi. Et donc, le bagage des jeunes au nid se fait quand, généralement, c'est fin mai, début juin. Donc, il faut quand les jeunes ont atteint une certaine taille. Et donc, lors du bagage, ben là, on grimpe carrément, enfin, les grimpeurs grimpent dans le nid, et là, on récolte vraiment plus de pelotes. Mais on récolte déjà des pelotes à différents moments, notamment lorsqu'on localise les nids, on peut déjà les voir en dessous, il y a déjà des restes de pelotes qui peuvent être trouvés. Donc voilà, alors Margot était une étudiante de l'ULB, on essaie de lancer des sujets de mémoire en fait sur le sujet, parce que donc il n'y a pas vraiment de chercheurs à temps plein qui travaillent sur le sujet, puisque Steph et Paul font ça en amateur éclairé, mais en amateur quand même. Les bagueurs aussi sont des collaborateurs bénévoles de l'Institut. Nous-mêmes, on a certains projets de recherche, mais on n'est pas full-time sur le Milan, donc on travaille souvent avec des étudiants. Donc ici, Margot, elle a fait un mémoire en fait sur le régime alimentaire à l'aide des pelotes récoltées par Steph et Paul, avec l'aide d'ailleurs de Roland Libois. Vous connaissez certainement le spécialiste du martin pêcheur, qui est aussi
enfin, qui l'a fortement aidé dans l'identification des restes de proie. Et donc, elle a identifié 2208 proies différentes et 40% en fait sont des oiseaux. Ça peut paraître étonnant hein, pour un rapace finalement qui n'est pas très connu pour la chasse des oiseaux. Hein. On l'imagine évidemment chasser des campagnols ou charognards, mais 40% des 2200 proies qu'elle a identifiées sont des oiseaux. Et 6% sont des grives litornes. Donc voilà, ça peut paraître assez étonnant. Évidemment, on suppose que la plupart de ces oiseaux sont des jeunes oiseaux, en fait. Et donc, on sait, notamment la grive litorne, que le milan va carrément prélever dans les nids les jeunes oiseaux au nid, ou alors il les prélève quand ils commencent à voler. Vous savez que les turdidés, les merles, les grives, etc., quand ils quittent assez vite le nid, mais ils sont assez maladroits dans leurs premiers jours, en tout cas, ils ne volent pas très bien, ils sont là dans les jardins, et donc, le milan en profite, quoi. Il va aussi dans les corbeautières, par exemple, chercher les nids. Celui qu'on a vu tout à l'heure qui allait en forêt, on suppose que ce qu'il allait faire, c'est il survolait les forêts pour essayer de trouver des nichés de pigeons ramiers ou de corneilles, etc. Les corvidés sont aussi des proies assez fréquentes. Et donc, voilà, on a ces oiseaux. Et la grive litorne, c'est vraiment le plus courant, en fait, des oiseaux prélevés par le milan royal. Et donc, la grive litorne, comme nicheur chez nous, en tout cas, c'est vraiment une espèce super intéressante, super particulière. Donc déjà, c'est un très bel oiseau, hein, comme vous le savez. Mais si vous avez l'occasion, maintenant, il faut aller en Haute-Ardenne pour l'observer également. Mais c'est vraiment très intéressant à étudier, à observer au mois d'avril, parce qu'en fait, c'est un oiseau qui a choisi comme stratégie, contrairement au merle, par exemple, qui cache son nid le plus qu'il peut, qui reste super discret et donc qui disparaît dans les haies. La grive litorne, elle fait son nid d'une manière vraiment très, très visible, en fait. Donc, ce n'est pas du tout difficile de trouver des nids de grive litorne. Voilà, elle fait son nid sur le tronc, pas du tout caché dans la haie, mais par contre, elle va le défendre d'une manière très, très active. Donc, notamment les bagueurs qui baguent au nid savent bien que, par exemple, elle va réellement viser le bagueur par ses déjections dès qu'il s'approche du nid. Et donc, certains oiseaux, en fait, peuvent se retrouver englués dans les déjections de grives, surtout qu'en fait, pour sa défense, en contrepartie du fait qu'elle fait un nid très peu discret, elle niche souvent en colonie. Donc, il y a vraiment l'effet de défense de plusieurs individus contre un prédateur éventuel. Malheureusement, ça n'a pas l'air de l'aider très fort par rapport au milan. Donc voilà, heureusement, elle a une bonne démographie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de regarder en fait où trouve-t-on des grives litornes comme reproductrices, en tout cas en Belgique, en tout cas en Wallonie. Donc évidemment, en hiver, on trouve des grives litornes quand même un peu partout. C'est un oiseau assez fréquent, assez répandu en hiver. Mais par contre, en saison de reproduction, en tout cas à l'heure actuelle, parce qu'il a eu une sorte de poussée vers l'ouest dans les années 90, mais il a vite, donc la grive s'est vite rétractée vers, en fait, on a une carte qui est assez similaire à celle du Milan Royal finalement, avec donc l'Ardenne qui est occupée, les milieux ouverts ardennais en tout cas occupés. C'est une carte de densité en fait ici qui a été calculée à partir des données d'Aves par Thomas Copé, un autre étudiant à Jean Blou, lui. Et donc, on a des densités très, très élevées, finalement dans les mêmes zones, nos fameux cantons de l'Est, en fait, le plateau sud des Hauts-de-Fagne, de nouveau. On a aussi les plus hautes densités en grive litorne, comme celle du Milan. Et on peut même faire d'autres parallèles. Par exemple, la grive litorne n'était pas non plus connue comme oiseau nicheur chez nous avant les années 70, ou peut-être elle a commencé à apparaître, je ne sais plus exactement la date, mais dans les années 60, on a vu les premières. Et puis, elle s'est vraiment étendue vers nos régions à partir des années 70. Donc, on a vraiment un parallélisme quelque part entre les deux espèces. Donc voilà, c'est assez intéressant à souligner, à la différence près qu'actuellement, la grive litorne se porte quand même beaucoup moins bien. La tendance est plutôt à la baisse, alors que le Milan Royal, la tendance est à la hausse.
Donc, comme je le disais, ben, elle niche en colonie. Ici, c'est une autre étudiante, Nathalie Simon, qui a fait son mémoire à l'ULG avec Joanne Michaud. Elle a donc pointé sur carte ben, la grive litorne. Ben, et donc, vous voyez qu'en fait, on a bien des colonies, en fait, ou des semi-colonies. Par exemple, ici, on a vraiment plein de nids concentrés dans un petit bosquet. Chaque point rouge, c'est un nid, en fait. Et dans les villages, ben, on a, en fait, la plupart des nids de grive litorne se trouvent dans les villages. Donc, vous voyez, ça, c'est un jeune à la sortie du nid. Vous voyez qu'il est assez maladroit et c'est une proie facile, en fait. Et donc, voilà pourquoi notre Milan, en fait, fréquente les villages. Parce qu'on pense que ben, il est à l'affût des premières nidifications de grive litorne et puis toute la saison, il va chasser les jeunes. À vrai dire, il va aussi dans les villages pour chasser des restes. Donc, certains habitants, d'ailleurs, lui donnent carrément à manger, en fait, des restes de boucherie ou quoi. Certains habitants ont pris l'habitude, parce que c'est très chouette à observer, certains habitants ont pris l'habitude de, enfin, de faire une mangeoire un peu spéciale pour le Milan Royal. Donc voilà. Mais donc il va aussi dans les villages pour les restes de poulet, ce qu'il peut trouver sur les composts, etc. Et la grive litorne, sa phénologie, donc son cycle annuel, si on veut, ben, elle produit ses jeunes, ici, c'est les décades du mois de mai. Donc, elle a ses jeunes au nid à partir de surtout la fin avril et début mai. Et puis, les jeunes vont commencer à s'envoler à la mi-mai, mais donc, fin avril, début mai, qui est une période, donc, si vous vous souvenez, où les Milans commencent à avoir des jeunes au nid, ben, les grives litornes sont plus ou moins synchrones au Milan, malheureusement pour elles. Et ben voilà, les premiers jours de vie d'un Milan, il se nourrit assez bien, il est nourri assez bien par les grives litornes. Et donc, ça, c'est une étude du régime alimentaire qui avait eu lieu quelques années avant, mais par Steph et Paul directement. Et donc, ils avaient montré en fait que si on compare mois par mois le régime alimentaire, on a en fait un changement. Donc, quand il revient de migration en mars, ben, en fait, il se nourrit beaucoup dans les fermes. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il se nourrit de batraciens. Mais il se nourrit aussi énormément de cadavres d'animaux qu'il trouve dans les fermes, donc les poulets, les restes aussi par exemple, de chevreuils ou d'animaux écrasés sur les routes, des rats, etc. Donc, c'est une alimentation surtout liée aux fermes. Et puis, mois d'avril, même chose, mais au mois de mai, ben là, il profite de tous ces jeunes oiseaux, quoi, vraiment qui sont en plein boom dans les nids. Et puis, petit à petit, on a les petits mammifères ben, qui vont un petit peu augmenter dans l'alimentation, en proportion en tout cas. Et ben, les jeunes oiseaux vont quand même rester présents jusqu'à la fin de l'élevage des jeunes. Parce que les nichés des grives et des merles vont se succéder jusqu'en été. Donc voilà, sa proie favorite, la toute jeune grive litorne. Alors évidemment, ben, quand même, de nombreuses proies identifiées ben, sont des micro-mammifères, donc les microtus, hein, comme sur la photo ici, et Arvicola terrestris, donc ça c'est le campagnol terrestre, donc beaucoup plus gros volume, enfin le plus gros format en termes de campagnol, qui est en fait la proie en nombre d'individus la plus abondante dans le régime alimentaire du Milan royal chez nous. Et donc voilà, ça reste vraiment quand même les proies. Et si on comptait en termes de biomasse, ben c'est certainement la biomasse la plus importante pour lui. Quoique c'est difficile à dire, parce que s'il trouve un gros cadavre de chevreuil ou quoi, ben, il peut évidemment avoir beaucoup de viande dessus. Et alors, donc, Nathalie, lors de son mémoire, s'était notamment amusée à inventorier, en fait, par un système relatif de comptage de terriers, en fait, elle avait, à travers les prairies, essayé de distinguer les prairies riches en campagnols des prairies pauvres en campagnols. Et on avait croisé ça, en fait, avec les données de localisation par GPS.
Donc, vous voyez ici la couleur des petits polygones, là, ça représente chaque fois une prairie dans laquelle elle est passée et un indice d'abondance des campagnols qu'elle avait calculé. Et on voit que les prairies autour du village où le Milan nichait, qui sont les plus riches en campagnols, hein, où en fait, cet indice-là, ça veut dire qu'elle faisait 10 arrêts dans la prairie et dans au moins 8 arrêts sur 10, elle avait dans un cercle d'un mètre autour d'elle des terriers de campagnols. Donc ces prairies mauves là sont très riches en campagnols et c'est là évidemment que le Milan concentrait ses recherches visiblement. Donc voilà, il cherche les campagnols. Margot, elle avait fait d'autres analyses statistiques et finalement les résultats qu'on peut en tirer, c'est que il y a quelques résultats intéressants, c'est que donc la proportion de campagnols terrestres augmente dans le régime alimentaire par rapport aux autres espèces après le début des fauches. Donc ça, c'est un élément fort important. Et par rapport au succès de reproduction chez le Milan royal qu'on peut calculer par le nombre de jeunes par nid, ce qu'elle a pu montrer, c'est que le succès plus élevé, statistiquement plus élevé, donc le nombre de jeunes par nid en moyenne est plus élevé lorsque les fauches sont plus hâtives. Parce que vous allez le voir par la suite, les fauches, le début des fauches, le moment où les fermiers sortent leurs faucheuses et commencent à faucher leurs prairies, dépend du climat. Et certaines années, ils peuvent faucher tôt, et certaines années, comme par exemple cette année, ils ne peuvent faucher que très tard pour deux raisons. D'une part, parce que s'il fait trop froid au printemps, l'herbe ne pousse pas, assez vite en tout cas. Vous avez vu sur l'image là que suite aux fortes chutes de neige dans la région, les prairies sont très jaunes et l'herbe est très rase en fin d'hiver. Et puis, il va falloir un certain temps pour que la végétation s'active. Et les années froides, elle va s'activer tard et donc l'herbe va pousser moins vite et donc ils vont faucher plus tard. Et aussi, s'il pleut au mois de mai, ils vont retarder leur fauche. Donc voilà, il y a une interaction entre climat et fauche. Et le Milan réussit aussi plus sa reproduction les années où il y a beaucoup de campagnols et donc ça se marque aussi dans son régime alimentaire. Il va avoir plus de campagnols en proportion dans son régime alimentaire. Donc voilà, en gros, pour que le Milan réussisse bien sa reproduction, il faut qu'il fasse beau au printemps pour que la fauche soit la plus hâtive possible et qu'il y ait le plus possible de campagnols. Quoique ça, on n'est pas sûr de ce qui explique en fait la quantité de campagnols. On sait que les micro-mammifères, il y a des cycles d'abondance. Certaines années, il y en a beaucoup, puis ils vont avoir des problèmes de prédation ou de maladie, et puis l'année suivante, il y en aura moins. Et donc voilà, il y a ces deux facteurs-là, le climat lié aux fauches et les campagnols. L'abondance des campagnols qui sont importants. Et les fauches, en fait, quelque part, c'est vraiment un facteur clé parce que on pense que si la fauche a lieu trop tard, en fait, les jeunes sont déjà assez grands dans le nid. Donc, si la fauche a lieu, par exemple, voilà justement le graphe. Donc, ça, c'est un graphe qui montre le début des fauches, en fait, dans cette région-là. Alors, c'est une région assez élevée en altitude. Si vous comparez avec la fin de famine, par exemple, là, les fauches peuvent commencer beaucoup plus tôt. Là, certaines années, les fauches ne peuvent commencer vraiment que début juin. Si vous allez en fin de famine, début juin, c'est vraiment tard pour le début des premières fauches. Souvent, au 15 mai, toutes les prairies ont été au moins fauchées une fois. Donc là, dans cette région-là, on a certaines années vraiment des fauches tardives, involontairement. Ce n'est pas le fermier qui fait exprès d'avoir une fauche tardive pour la biodiversité ou quoi. C'est simplement qu'ils ne peuvent pas faucher plus tôt, pour des raisons agronomiques, on va dire. Et donc voilà, il y a une variation assez forte. Ça varie quasiment... Ça peut varier sur un mois, le début des fauches. Et donc, on peut lier en fait ça avec le succès reproducteur du Milan. Donc, une année où les fauches, comme 2011, sont très hâtives, en fait, on a en général une très bonne reproduction du Milan. Et ça, donc, on ne sait pas trop si c'est lié à la fauche directement, qui tout d'un coup libère plein d'accès à la nourriture au niveau des campagnols, ou ça peut être aussi que le temps favorable, qui est donc corrélé à la fauche hâtive, le temps favorable, des beaux printemps bien chauds et secs,
ben, sont aussi plus favorables pour le jeune lui-même. Il a moins froid dans son nid, le nid est plus sec, il est plus au sec. Et donc voilà. Et les Suisses ont récemment sorti une étude qui montre qu'effectivement, il y a une interaction entre les deux facteurs. Le facteur climat intrinsèque, donc la bonne température, et le facteur libération par la fauge de l'accès aux campagnols, si on veut. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette pratique de fauge, là, comme on voit, qui commence quand même souvent au mois de mai, en fait, ça n'existe que depuis les années 70 dans la région. Avant les années 70, les fauges étaient souvent beaucoup plus tardives parce qu'on devait attendre qu'il fasse vraiment beau en été pour faucher, pour avoir un foin qui sèche et rentrer le foin sec dans les granges. Dans les années 70, on a inventé la pratique qu'on appelle de l'ensilage. Ça, vous avez certainement déjà vu. Là, il suffit qu'il fasse un jour plus ou moins sec. Le fermier fauche et ensile, c'est-à-dire met dans un plastique, en fait, son herbe, qui n'a plus besoin de sécher, en fait. Et donc, c'est une herbe, enfin, ça donne une herbe, en fait, plus riche en protéines. Et donc, c'est une sorte d'intensification, en fait, de la fauche et de l'élevage qui a eu lieu à partir des années 70. Et donc, ce qui est curieux, c'est de remarquer que cette intensification, en fait, de l'élevage, notamment par la pratique de l'ensilage, est en fait corrélée à l'arrivée du Milan royal chez nous, et de la Grive-Litorne aussi, d'ailleurs. Et donc, est-ce qu'on peut expliquer l'arrivée du Milan royal chez nous par cette invention de l'ensilage? Ça, c'est peut-être aller trop loin en besogne, mais en tout cas, c'est assez intéressant de se rendre compte du lien entre cette pratique qui est quand même généralement décriée par les environnementalistes, parce que c'est quand même une pratique, l'ensilage, qui implique de mettre aussi de l'engrais pour amender les prairies et donc faire que l'herbe pousse plus vite pour pouvoir faucher plus vite au printemps et ainsi faucher 3, 4, voire 5 fois par an certaines prairies. Donc, on a vraiment une intensification de la fauche à tous les niveaux. Aussi, on a une disparition des fleurs, en fait. On n'a plus que des graminées qui savent pousser là-dedans, dans ces prairies amendées. Et donc, voilà, au niveau biodiversité, c'est vraiment pas top du tout, quoi. Par contre, on a des espèces comme le milan qui ont l'air de, en fait, en profiter. Et on pense que ce qui se passe dans ce type de paysage, finalement de prairies relativement intensives, c'est qu'on a, quand ils rentrent de migration, des campagnols qui sont assez bien disponibles parce que l'herbe est rase. Puis au fur et à mesure du printemps, l'herbe va pousser, le campagnol va disparaître sous le couvert herbacé. Et puis quand les fauches vont commencer, de nouveau, plein de campagnols disponibles. Et à l'inverse, on a les jeunes oiseaux qui, eux, qui viennent finalement compenser en fait, le manque de disponibilité des campagnols au moment où l'herbe est haute. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a cette fréquentation des villages en avril-mai qui diminue en fait en faveur des prairies plus tard en saison. Donc, on a vraiment une sorte de mosaïque dans le paysage qui en fait ce petit paradis pour le Milan, avec d'un côté les campagnols dans les prairies et d'un autre côté les jeunes oiseaux plutôt autour des villages, quoi. Et c'est intéressant de faire le parallèle, par exemple, avec une autre espèce typique de cette région, c'est le tarier des prés. Ça, vous l'aurez reconnu, c'est la couverture de l'Atlas de Wallonie, des oiseaux nicheurs de Wallonie. Et donc, en dessous, le paysage, c'est le sud des Hauts-de-Fagne, la région d'Ovifat, etc. On a à la fois le paysage typique du tarier des prés, pour ceux qui connaissent, donc c'est les prairies maigres de fauges, de fond de vallée, avec une flore très très riche, plein d'insectes, etc. Et une fauche qui, elle, par contre, ne peut pas se faire avant la fin juin. Et même pour le tarier, il vaut d'ailleurs mieux qu'elle n'ait pas lieu avant le 15 juillet. Et donc, voilà, on a encore des prairies traditionnelles dans certains fonds de vallée, notamment celles qui sont mises en réserve naturelle, où le tarier des prés se maintient. Mais par contre, il a disparu complètement de toutes les zones qui sont en fait fréquentées par le milan, donc ces fameuses prairies à ensilage qui dominent largement le paysage d'ailleurs. Et donc voilà, on a une sorte d'image miroir inverse
entre l'Ottarier-des-Prés qui se porte vraiment mal et qui ne trouve plus ses derniers refuges que dans les réserves naturelles, ou alors dans la région, il y a le fameux camp d'Elsenborn qui est tout à fait particulier, mais qui abrite une forte population d'Ottarier-des-Prés, et le Milan Royal qui, lui, finalement, occupe tout l'espace que l'Ottarier-des-Prés a dû abandonner suite à cette évolution de l'agriculture. Voilà, donc ici, ça, c'était pour ce qui se passait en Belgique avec nos Milans. Et je vais rapidement maintenant, je pense que j'ai encore un peu le temps, aborder un petit peu ce qu'on a pu voir en hiver, parce que ce qui est intéressant, c'est que ces balises GPS, elles fonctionnent toute l'année. Et donc, nous, notre intérêt premier, c'était de comprendre ce qui se passait chez nous. Mais voilà, nos Milans, une partie de l'année, ils partent. Et voilà, on les a suivis aussi là où ils partent. Et là, on s'est rendu compte que tous nos Milans partaient vers le sud-ouest de l'Europe, donc principalement, on va le voir après, l'Espagne. Et ils se retrouvent là-bas dans des paysages, comme j'ai montré au début, qui finalement, outre le fait qu'il fait plus chaud, etc., c'est quand même des paysages un peu semblables à ce qu'ils ont chez nous, c'est-à-dire des pâturages ou en tout cas des zones dévolues à l'élevage, notamment les vaches comme on voit là, mais aussi évidemment les cochons dans la fameuse DSA, donc ce paysage de chaînée très très clair sous lesquels pèsent les cochons, enfin en tout cas traditionnellement. Et donc voilà, on a ces Milans qui finalement suivent l'élevage et qui voilà, sont un peu on décrit parfois le Milan royal comme un rapace forestier, mais en fait, il n'est forestier que parce qu'il se pose dans des arbres. Mais sinon, c'est vraiment un oiseau, pour moi, vraiment lié à l'élevage. Et donc voilà, ça c'est une carte que nos collègues de CO BirdLife ont produit dans leur atlas, c'est l'hivernage, les centres d'hivernage, donc la densité, si on veut, de Milan royal en hiver en Espagne. De nouveau, on voit que des régions très, très humides comme la Galice, les Asturies, etc., sont en fait très peu utilisées. Les régions méditerranéennes très sèches sont aussi très peu utilisées. C'est vraiment la partie centrale, donc le plateau en fait castillan, qui est donc utilisé par les Milans. Les Milans espagnols qui nichent là sont sédentaires et ils sont rejoints en hiver par une énorme partie de la population européenne, et notamment tous les Belges. Donc, ouais, c'est vraiment la Castille ici qui attire les Milans en hiver. Donc, ça, c'est les traces des adultes de chez nous qui vont l'hiver dans cette région-là. Vous voyez par exemple Chanche et Nanès qui sont les deux Milans sponsorisé par Aves Liège et il y a aussi un Archimède qui est sponsorisé par la formation ornitho d'Archi. Et ils ont tous des quartiers d'hiver, principalement en Castille, certains en Estrémadou, mais c'est quand même principalement la Castille. Il y en a juste un qui est particulier, qui d'ailleurs est toujours là, qui lui, chaque année, en fait, il fait un petit peu le même trajet. Il part tout droit vers les Pyrénées, il traverse les Pyrénées, il va passer quelques semaines dans les Cantabriques, où là, en moyenne montagne, il trouve quand même un paysage assez similaire à ce qu'on a chez nous, de prairies en lisière de forêt. Et puis, c'est systématique, il passe quelques semaines là, et puis il prend ses vrais quartiers d'hiver dans la région de Lourdes. Parce que la région de Lourdes, donc les Pyrénées occidentales, sont des zones à forte concentration de Milans en hiver également. Et donc voilà, on ne sait pas pourquoi, mais il a vraiment pris cette habitude d'avoir 2 quartiers d'hiver. Et il fait ça chaque année, comme un métronome. Et donc, ils sont hyper réguliers, en fait, dans leur trajet déjà. Enfin, ils ne s'arrêtent pas nécessairement la nuit, on va dire, chaque année aux mêmes endroits, mais ils ont vraiment un trajet, ils traversent la France en diagonale, la plus courte diagonale possible. Ils passent les Pyrénées, donc là je parle de tous nos Milans belges en fait. Ils passent les Pyrénées
vraiment assez bien à l'ouest des Pyrénées, donc ils évitent les Hautes-Pyrénées. Ils peuvent passer parfois au Gambie-d'Esca, mais ils passent en général plus à l'ouest. Et ils se retrouvent alors dans un trajet où souvent ils inclinent leur trajectoire vers le sud à la fin pour se retrouver donc dans cette région de Castille. Mais voilà. Et en plus, une fois qu'ils sont dans leur zone d'hivernage, chaque année, ils vont retourner aux mêmes endroits et là, ils vont... Attendez, parce que là, j'ai un message qui s'affiche. Voilà. Ils vont, comment dire, tous les ans, chaque milan adulte va retourner au même endroit. Et en hiver, en fait, il va fréquenter une zone peut-être un peu plus grande que les 2 kilomètres qu'on a vus là, en saison de reproduction, mais néanmoins assez petite finalement, hein. Et là, souvent, en fait, les milans en hiver forment des dortoirs. Donc ça, c'est peut-être peu connu chez nous parce qu'on observe ça assez rarement chez nous. Mais donc en hiver, les milans royaux vont se percher dans les arbres, mais en groupe. Donc, j'ai montré d'ailleurs quelques photos dans l'exposé plus tôt, qui peuvent contenir plusieurs centaines d'individus parfois, mais généralement, c'est plutôt quelques dizaines à 200-300. Mais c'est assez spectaculaire à observer. Et donc, ils peuvent se retrouver dans des dortoirs à plusieurs centaines d'individus. Alors oui, les membres, pour ceux qui auraient la question, les membres d'un couple ne migrent pas ensemble, quoi. Donc, en fait, c'est ça qui est vraiment drôle, c'est que même quand la reproduction est terminée, donc au mois de juillet, les milans adultes vont vraiment rester fixés dans leur territoire de reproduction autour de leur nid. Ils ne vont pas étendre leur zone de prospection. Ils vont y rester jusqu'à octobre-novembre. Et donc, si le couple, une fois que les jeunes sont partis, le couple va rester ensemble jusqu'à octobre-novembre dans son territoire. Et puis, tout d'un coup, va se déclencher la migration. Et là, d'un seul coup, ils vont partir. Ils ne vont pas commencer à explorer une zone plus large et puis finalement partir. Du jour au lendemain, ils décident qu'ils partent. Et le matin, ils partent. Et puis, ils font 150 km chaque jour vers le sud-ouest. Et puis, voilà, ils s'arrêtent que quand ils sont arrivés à destination. Et donc, les deux membres d'un couple, tout d'un coup, vont se quitter comme ça et vont migrer dans la même direction, mais pas ensemble, et parfois hiverner à plusieurs centaines de kilomètres les uns des autres et se retrouver sur le territoire de reproduction ensuite. Mais voilà, ils vont partir en vacances séparément. Ah oui, ici, c'était juste une image pour montrer que c'est souvent intéressant au niveau du trajet du retour, parce que là, les conditions météo sont souvent plus capricieuses au début de l'hiver, début du printemps. Donc, par exemple, ici, on avait le cas en 2020 d'individus qui étaient partis déjà début février, qui avaient quitté l'Espagne début février, et qui ont été pris dans la tempête Kiara. Et là, ils ont été poussés en fait par les vents favorables. Et là, ils ont battu le record. Il y en a un qui a battu le record de 400 km en un jour, simplement parce qu'il a été poussé dans le dos par le vent. Et ils sont revenus en fait très très vite grâce à cette tempête chez eux. Mais certaines années, et ça c'était le cas l'année dernière en fait, si vous vous souvenez, il y a eu à un moment donné une petite vague de froid au mois de mars, début mars. Et en fait, on a carrément eu, et ça c'était la première fois en 6 ans qu'on observait ça, des individus qui étaient revenus dans leur zone de reproduction, début mars. Et puis, il y a eu cette vague de froid, la neige et tout. Et paf, ils ont décidé de requitter tout et ils sont redescendus jusqu'au milieu de la France en 2 jours, hein. Et puis, dès que ça s'est calmé, ils sont remontés. Mais donc, ça, c'est la première fois qu'on voyait une rétro-migration, en fait. Et on a aussi eu un individu qui a quitté sa zone d'hivernage dans le sud-ouest de l'Espagne à Noël. Et ça, c'était un peu bizarre, qui a commencé à suivre son trajet de migration-retour. Mais là aussi, il y a eu des grosses tempêtes, en fait, au Nouvel An pendant son trajet de retour. Il a été bloqué, il s'est fait bloquer dans les Pyrénées. Et puis, il est revenu. Il a un peu gambergé là dans les Pyrénées quelques jours. Et puis, dès qu'il a fait un peu meilleur, il est revenu dans son aire d'hivernage initial. Tout ça, vous le voyez en détail, d'ailleurs, dans le dernier numéro du bulletin Aves. Alors, finalement, je vais quand même évoquer un projet. Donc, ça, c'est le projet dans lequel on est en plein dedans, là, pour l'instant. Ça, c'est le projet qui s'appelle Eurokite.
Et donc là, c'est un projet tout à fait particulier. C'est un projet européen donc, qui est financé par les fonds LIFE. Alors, vous connaissez sûrement les fonds LIFE pour tout ce qui est restauration de milieux naturels. Hein. Natagora a mené plusieurs projets LIFE qui ont permis des grandes choses, notamment en matière de restauration d'habitats naturels, de prairies, de zones humides, etc. Mais ici, c'est un projet LIFE un peu particulier qui vise une espèce, le milan royal, et qui a pour but de conserver directement l'espèce. Comment conserver, améliorer l'état de conservation de cette espèce-là? Eh bien, justement, le but principal, en fait, c'est d'identifier les causes de mortalité pour non seulement les causes de mortalité, mais aussi les éventuelles poches de mortalité liées à l'homme qu'on pourrait combattre. Et donc, notamment, évidemment, on vise les empoisonnements, mais aussi, par exemple, les fameuses questions liées aux éoliennes, puisque vous savez peut-être que le milan royal, c'est une espèce qui est réputée, de par son comportement, sensible à la mortalité aux éoliennes. Donc, voilà, par rapport à d'autres rapaces, il est un peu plus fréquemment, en moyenne, heurté, enfin, il heurte plutôt par accident les parcs éoliens. Et donc, il y a toute une question de voir, tiens, est-ce qu'on peut connaître un peu plus les causes de mortalité de cette espèce-là pour éventuellement mener des actions spécifiques alors, par exemple, pour lutter contre les empoisonnements légaux ou illégaux d'ailleurs. Alors, voilà, c'est assez original comme projet. C'est une grosse collaboration en fait avec des pays de pratiquement toute l'aire de répartition de l'espèce. Vous pouvez aller voir le site web ici. Enfin, si vous tapez Life Eurokite dans Google, vous allez tout de suite trouver le site. Il est en français aussi. Il y a pas mal d'informations intéressantes sur le site. Il y a une newsletter aussi. Et dans le cadre de ce projet-là, en fait, on a commencé à ce moment-là à équiper non seulement, enfin, plus les adultes, mais les jeunes de balises GPS. Parce que jusque-là, nous, on s'était intéressé aux adultes. Mais ici, en fait, l'idée, c'est à travers toute l'Europe, c'est d'équiper des jeunes milans de balises pour les suivre depuis leur nid, depuis leur envol finalement, toute leur vie jusqu'à leur mort. Et essayer dès qu'un oiseau meurt, d'aller sur place et de comprendre de quoi il est mort en fait. Et donc, c'est assez original parce que on a toute une cohorte d'individus à travers toute l'Europe qui vont vivre leur vie, et puis on va avoir l'effet de la mortalité sur toute cette cohorte. Et ça, c'est assez remarquable voilà, par rapport à d'autres études qu'on peut mener, où, par exemple, si vous récoltez le nombre d'individus morts trouvés par hasard, vous avez une idée de ce qui peut tuer un milan. Mais ici, on va vraiment avoir une idée basée sur la cohorte, quoi. Donc, un peu comme on fait pour l'homme, finalement, de savoir, tiens, c'est quoi la cause principale de mortalité pour l'homme? On le sait. Enfin, on peut l'étudier en tout cas. On peut comparer les âges, l'effet de l'âge, l'effet de plein de facteurs. On va pouvoir le faire ici pour le milan. Donc voilà, ça c'est un grimpeur vraiment remarquable, passionné de Milan aussi, qui vient exprès en Belgique pour grimper à toute vitesse dans les arbres et capturer les jeunes. Voilà les jeunes qu'on a équipés du même système de balise GPS, sauf que là, on les équipe avant qu'ils ne s'envolent. Ils sont très, très passifs comme ça, les jeunes. Une fois qu'on les a capturés, ils font le mort, ils ne bougent plus. Mais voilà, tout se passe bien. L'adulte reste vraiment dans la zone et revient très, très vite au nid, en fait. On surveille tout ça, évidemment. Et actuellement, en fait, on a, et ça, vous pouvez le voir sur le site web, d'ailleurs, que j'ai indiqué tout à l'heure, on a plus de 900 000 ans qui ont été équipés de balises GPS et qui sont donc suivis toute leur vie. Ça, c'est la situation aujourd'hui de tous ces 1000 ans, en fait, qui sont encore en tout cas en vie, parce que sur les 900 jeunes équipés, il y en a déjà plus d'un tiers qui sont morts, en fait, parce que donc, la mortalité est assez élevée la première année de vie, comme souvent, évidemment, chez les oiseaux. Et donc, sur les 600 encore en vie, voilà où ils sont. Et vous voyez, il n'y a pas de miracle, la plupart, et notamment ceux qu'on a équipés en Belgique et qui sont survivants, se retrouvent dans la même zone d'Espagne, même certains des jeunes de chez nous sont au Portugal, en fait. Par contre, les populations plus orientales de Milan, là, se retrouvent dans une zone, il y en a qui se retrouvent même en Italie ou
ou dans la région de Vienne, par exemple, qui est une région très riche en rapaces. Et alors, ça nous permet, donc, voilà, on a tout un réseau européen de gens qui sont prêts à la moindre alerte, donc de recevoir un coup de téléphone de l'équipe basée en Autriche qui est chargée de surveiller toutes ces balises GPS. Hein, donc, vraiment, ils scrutent ça plusieurs fois par jour, donc, puisqu'on reçoit par la 4G, donc on reçoit la position des oiseaux en direct, ou quasiment en direct. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hop, on reçoit un coup de fil et on doit foncer sur place pour trouver le cadavre. Donc, ça, c'est par exemple, en l'occurrence, malheureusement, un oiseau qui était né en Belgique, enfin qui est né en Belgique cette année. C'est peut-être même un des deux oiseaux qu'on a vu sur la photo avant. Et on m'a appelé un jour à midi en disant, voilà, il se passe quelque chose, la balise indique une mortalité. Et donc, c'était dans la région de Beaurain, donc pas loin de chez moi. Donc, j'ai directement été sur place. Et en cherchant bien, parce que finalement, il était en fait mort dans un arbre à plusieurs mètres de haut. Il était tombé dans la végétation, là. Et donc, voilà, c'est un oiseau qui est mort. On connaît, on a pu retracer ses derniers instants de vie, en fait, à la minute près. Donc, on sait où il a été se nourrir, où il s'est perché, où il a dormi les nuits d'avant. Et puis, paf, on connaît presque à la minute près le moment où il est mort dans son arbre. En plus, on a retrouvé le cadavre tout de suite. J'ai pas mis ces images-là, je pense, mais c'était pas très beau à voir. Mais donc, on l'a fait autopsier par l'équipe de vétérinaires de la faune sauvage à Liège. Et en fait, on n'a pas trouvé de quoi il était mort. Donc, malheureusement, on pense que, en fait, quand on ne trouve pas la cause à l'autopsie, c'est généralement qu'il a été en fait empoisonné volontairement. Donc, parce qu'il y a deux causes d'empoisonnement majeures. En fait, soit ils sont empoisonnés parce qu'ils mangent des campagnols empoisonnés à la mort au rat. Donc, à ce moment-là, ils ont une hémorragie interne, hein, puisque c'est un anticoagulant, le produit qu'on met contre les rongeurs. Là, il n'avait pas d'hémorragie interne. Par contre, il avait des restes de proie dans l'estomac et c'est possible qu'une de ces proies ait en fait été empoisonnée volontairement par exemple, un garde-chasse ou donc des gens qui veulent éliminer les prédateurs, par exemple les renards. Et donc, à ce moment-là, ils bourrent en fait des animaux, genre des pigeons, des poulets morts, de pesticides. Et donc, ça a un effet toxique, en fait, directement sur le prédateur. Et là, en fait, les organes ont été envoyés à l'analyse, mais on n'a pas encore reçu les résultats. Mais d'après le vétérinaire, c'était probablement ça, quoi. Donc voilà, malheureusement, il y a encore des cas chez nous d'empoisonnement volontaire. Et donc, le but du projet, en fait, c'est de recueillir des statistiques sur toutes ces causes de mortalité, de voir finalement quelle est la part de mortalité accidentelle liée à des collisions diverses ou à des mortalités par empoisonnement ou des mortalités naturelles aussi. Voilà. Et alors, par exemple, il commence déjà à y avoir des résultats assez étonnants, notamment en termes de prédation. Donc, notamment, on a énormément de milans qui sont en fait prédatés par le grand-duc. Donc, le grand-duc, c'est vraiment le super prédateur qui commence à avoir... on ne peut pas dire que c'est un impact, parce que voilà, les prédateurs, finalement, ça fait partie de, on pourrait dire que c'est une mort naturelle finalement. Mais en tout cas, le grand-duc, ça, il faut quand même en être conscient, c'est vraiment un prédateur, y compris des rapaces chez nous. Les autres choses évidemment, on a des traces de toute la vie de ces milans. Par exemple, une autre chose qu'on a commencé à apprendre avec ces suivis, c'est que par exemple, certains milans n'hésitent pas à traverser l'Adriatique en fait. On n'imagine pas un oiseau plutôt planeur comme le milan, enfin carrément planeur comme le milan, traverser des grandes zones de mer, mais en fait, il peut tout à fait le faire. Il le fait régulièrement au-dessus de l'Adriatique. Et on en a même un qui s'est retrouvé pas par le côté le plus court en plus, qui s'est retrouvé en Sardaigne à travers la Méditerranée. Voilà, sinon, ici, c'est la même chose, mais par zone d'origine.
Et donc, on a évidemment, comme je le disais, les Milans qui sont nés plus à l'est en Europe, eux, certains vont quand même jusque l'Espagne, mais sinon, ils se dispersent sur une zone moins simple, moins directe que chez nous, d'aller directement tous en Espagne. Alors, pour ceux qui sont nés chez nous, on a obtenu de nouvelles informations. En fait, contrairement aux adultes, les Milans, après la reproduction, une fois que les jeunes donc, sont émancipés, enfin, quittent leur territoire de naissance, eux, par contre, ils vont se balader, ils vont explorer des zones. Parfois, ils vont jusque, comme vous voyez ici, il est parti de son nid en Belgique et il s'est retrouvé en Allemagne, sur une zone très, très large, avant de finalement migrer. Donc, il y a vraiment une phase exploratoire, en fait, du jeune après son émancipation, après son fait qu'il quitte le territoire de ses parents. Et, et donc, voilà, peut-être que pendant cette phase-là, il peut découvrir des nouveaux territoires où lui-même va pouvoir éventuellement revenir se fixer par la suite. Mais sinon, à la fin, ça, c'est les jeunes et ça, c'est les adultes de Belgique. Vous voyez que finalement, les jeunes se retrouvent en fait dans les mêmes zones finalement que les adultes. On a juste eu 3 jeunes qui se sont retrouvés jusqu'au Portugal, mais c'est quand même grosso modo la même région, quoi. Et sinon, oui, ça c'est voilà, il a entre le 18 juillet et le 12 septembre, il a vraiment erré dans une grande zone, y compris jusqu'aux Pays-Bas, avant de filer, mais d'une manière moins directe que les adultes. La voie de migration des jeunes, la première fois qu'ils migrent, est quand même nettement moins directe. Là, on voit qu'il a fait tout un écart là, pour se retrouver dans le bassin de la Gironde, avant de tournicoter un peu en Espagne et de se fixer au Portugal. Par contre, l'hiver suivant, il retourne au même endroit. Donc, une fois qu'il a trouvé sa zone d'hivernage, il va y retourner. Ça, c'est pour montrer qu'en hiver, il est quand même aussi beaucoup plus mobile que les adultes. Enfin, les jeunes sont beaucoup plus mobiles en hiver que les adultes. Donc voilà, en fait, par cette petite exploration de ce qui se passe en hiver avec nos Milans, j'en ai terminé ici. Évidemment, il y a encore beaucoup de choses à étudier sur ces espèces-là chez nous, et notamment ce qui va se passer dans le futur, en fait, avec notamment une des questions qui émerge pour l'instant, c'est l'augmentation du risque de prédation, en fait. Parce que ça, comme je l'ai dit, il y a le Grand-Duc, mais on a aussi eu cette année-ci plusieurs cas de prédation, probablement par des prédateurs terrestres, donc de jeunes au nid, assez tardivement au nid. Donc, c'est encore un peu tôt pour dire que vraiment la prédation augmente globalement ou que simplement on a plus de cas de prédation parce qu'on a quand même beaucoup plus de nids de Milan qui sont suivis aussi qu'auparavant. Et donc, il y a aussi la question du raton laveur. Vous savez que le raton laveur est maintenant très commun dans la même aire que celle du Milan et qu'il peut tout à fait grimper aux arbres et prédater des Milans. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec ce problème de prédation? Et il y a toujours la question de l'évolution de l'agriculture. Pour l'instant, ce serait difficile d'intensifier encore plus dans ces zones-là, mais par contre, qu'est-ce qui se passerait si on modifiait le type d'agriculture et qu'on quittait en fait ces prairies pour, par exemple, mettre du maïs, où il y a des tentatives, même en Haute-Ardenne, d'implanter du maïs. Ça, c'est beaucoup plus défavorable, évidemment, pour le Milan. Donc, est-ce qu'on va passer encore à un stade plus fort d'intensification qui va à ce moment-là l'impacter même lui? Et puis alors, en fait, il y a aussi la question de ce qui va se passer dans des régions comme le Condro, où il est en zone d'expansion, voire même la SB, où on commence à avoir quelques territoires. Donc, est-ce qu'il va réussir à s'implanter partout en Wallonie ou est-ce qu'il va rester finalement lié aux régions d'élevage comme actuellement? Donc, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de questions qui nous attendent pour les années futures. Et donc, on va continuer à suivre tout ça avec vous, notamment parce qu'on aura encore besoin d'inventorier les nids de Milan. Et aussi parce que une grande partie, j'ai déjà dit, mais une grande partie des recherches, notamment ce qui est basé sur les émetteurs GPS, enfin sur les balises GPS, a été financé par un appel aux dons, 2 appels aux dons en fait, et aussi des dons directs de sections
ou de groupes d'ornithologues. Donc voilà, merci à tous pour votre attention et pour vos appuis dans ces études.